Dans un aéroport, la biodiversité animale et végétale est plutôt pauvre. Un peu d'herbe verte, pas mal d'Homo sapiens sapiens et pas grand-chose d'autre, du moins observable à l'œil nu. Surtout pas trop d'arbres, ces dangereux végétaux abritent des nids d'oiseaux et l'on sait bien que les oiseaux provoquent parfois des accidents d'avion lors des décollages. Et c'est pourtant dans un aéroport que débute cette enquête sur la biodiversité en Guyane. Pour se rendre sur le terrain, le métropolitain que je suis doit d'abord monter dans un avion et participer ainsi activement au réchauffement climatique. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez-le sur votre visage. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux exit vous permettent de localiser les issues de secours. Mais je participe aussi un peu à la propagation de la biodiversité. Chaque passager est porteur malgré lui de pollen et de graines collées sous la semelle de ses chaussures, qu'il dissémine sans le savoir dans le pays où il va atterrir. Et c'est souvent comme ça, un début d'enquête. On comprend que l'on s'est finalement engagé dans une histoire plus compliquée que prévu. Petit rappel, la Guyane française est le plus grand des départements français. Un département d'outre-mer situé au nord de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. La Guyane est recouverte à 95% de forêts tropicales humides, une partie de la forêt amazonienne. Elle n'a donc pas vraiment besoin des graines que je lui apporte, collées à la semelle de mes chaussures. C'est que cette forêt est un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. Par exemple, sur le seul territoire de la Guyane, il n'existe pas moins de 1200 espèces différentes d'arbres, c'est-à-dire à peu près autant que dans tous les pays d'Europe réunis. Cécile Richard-Hansen est une spécialiste de la faune qui habite cette forêt. Afin de décompter les populations animales, elle reste des semaines entières plongée dans la forêt primaire, totalement isolée. Elle suit chaque année les mêmes tracés, qu'elle a dessinés sur des kilomètres avec de longs fils blancs. Elle peut ainsi calculer l'évolution démographique des biches, des jaguars et des tapirs à travers le temps. Et pour compter, il faut d'abord apprendre à écouter. Donc voilà, il faut respecter une vitesse de progression régulière, très lente, très silencieuse, et une attention permanente des yeux et des oreilles pour détecter le moindre changement dans l'ambiance générale. C'est pour ça qu'il faut des gens quand même qui aient vraiment l'œil, parce que quand on arrive ici au début, on voit rien, il y a des feuilles partout, il y a des bruits partout. Il faut savoir un peu se faire le filtre de l'oreille et savoir détecter le petit craquement de branches qui indique qu'il y a peut-être un animal qui a bougé. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait seul, parce que quand on est deux, il y a toujours le bruit parasite de la personne derrière, l'attention qui n'est pas la même. Et donc on le fait tout seul pour être vraiment complètement attentif à moindre modification de l'environnement, des feuilles qui bougent dans le champ visuel. Et puis là on s'arrête, on regarde, est-ce que c'est juste une branche qui est tombée? Dans ce cas-là, il n'y en a qu'une. Et si le bruit recommence, on va commencer à chercher. Donc c'est un système de piégeage photo automatique. Donc on le met à peu près à cette hauteur. Et on passe régulièrement, toutes les 3 semaines, relever les photos. Et on peut quantifier le déplacement des animaux, combien de fois on les a refotographiés, en différents endroits, etc. Donc c'est une méthode qui est de plus en plus étudiée maintenant à l'échelle, de plus en plus utilisée pour étudier les espèces nocturnes, les espèces rares, discrètes, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne va jamais compter dans nos comptages en transect, comme on a fait tout à l'heure, parce qu'il n'y en a pas assez et ils sont nocturnes. Ça a beau être une grosse bête, on n'en voit pratiquement jamais. Et ils sont en densité
densité, naturellement déjà en densité assez faible, quoi. Donc cette méthode permet d'obtenir aussi des densités et pas mal d'indications sur les rythmes de vie, les déplacements des animaux cryptiques, on dit, c'est-à-dire difficiles à étudier. Classiquement, on attrape les animaux, on les marque, on les relâche et on refait un comptage et on compare le nombre de marqués et de non marqués. Alors que là, on n'a pas besoin de les marquer parce qu'on se base sur leurs caractéristiques naturelles. Donc les jaguars, c'est plus facile parce que les félins tachetés en général, ils ont un pattern unique de taches. Sur les autres, on se base sur les cicatrices ou des choses comme ça. Et on est obligé de faire des simulations. On dit on fait le tapir, on fait les simulations en passant à la hauteur des animaux pour être sûr que quand on passe, hop, voilà, la lumière rouge a flashé, c'est qu'il m'a détecté. Donc je sais que l'appareil est bien réglé, il ne faut pas qu'il flash trop haut ni trop bas. Il y a eu donc concertation avec tous les acteurs, beaucoup les chasseurs, les guides, tous les opérateurs touristiques, tous les gens qui avaient une utilisation du milieu en fait. Et l'idée c'était de mettre en place des priorités et d'avoir des consensus pour savoir où il fallait agir le plus vite. Et par exemple, le tapir était une espèce qui jusqu'à l'année dernière était autorisée au commerce, ce qui était une aberration biologique. Quand on en parlait avec d'autres biologistes de la faune au niveau amazonien, ça les faisait hurler parce que normalement c'est une espèce qui est protégée dans la plupart des autres pays. Ici on pouvait toujours la chasser et la vendre, on en trouvait dans les supermarchés. Donc là, les chasseurs étaient tout à fait conscients que c'était une évolution de la réglementation qui était tout à fait nécessaire et ils ont été les premiers à être d'accord et à soutenir cette évolution de la réglementation. Depuis la Convention de Rio, en 1992, la protection de la biodiversité est devenue un enjeu planétaire. Mais au fait, cette biodiversité sert-elle à autre chose qu'au plaisir de croiser des tapirs et des jaguars en forêt amazonienne, bien qu'après tout, ce ne serait déjà pas si mal. Il faut comprendre que c'est aussi et surtout une sorte d'assurance pour l'avenir, la garantie que le monde vivant peut continuer à s'adapter à un environnement qui évolue de plus en plus vite. La biodiversité, c'est mon opinion, c'est fondamentalement une assurance. Si on vivait dans un monde sans risque, on n'aurait aucun intérêt à avoir de la biodiversité. On choisirait une espèce de céréale, celle qui produit le plus, et on la cultiverait partout. Quel serait l'intérêt de produire une espèce qui produit moins? On prendrait, 4 espèces de bois, une pour faire des meubles, l'autre pour faire des poutres, l'autre pour faire du plaquage et la dernière pour faire du papier. On prendrait celles qui ont le meilleur résultat, le meilleur rendement. Et puis on les clonerait, histoire de maîtriser au maximum leurs caractéristiques techniques, ce qu'on sait déjà faire. On le fait par exemple pour le peuplier. Pour le peuplier, la plupart des peupliers qui sont plantés sont des clones. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui sont strictement identiques. On les a sélectionnés très précisément pour avoir certaines qualités. On a un catalogue de, quelques centaines de clones et on plante, en fonction des conditions locales, on plante 10 000 arbres qui sont strictement identiques, qui sont des clones, qui sont génétiquement strictement égaux. Le seul problème, c'est qu'à la moindre perturbation, si le climat change, si un insecte nouveau arrive, si un virus quelconque passe, les 10 000 peupliers peuvent mourir. Alors, sur une forêt qui a mis des milliers d'années à pousser, si on s'amusait à prendre des risques pareils, on risquerait de détruire totalement des surfaces de forêt absolument phénoménales, et ça serait catastrophique, il faudrait à nouveau des milliers d'années pour les reconstruire. Donc la biodiversité, d'un point de vue utilitaire, c'est avant tout une assurance. On a énormément de possibilités. Donc on n'a pas les meilleurs résultats possibles, mais en cas de perturbation, si une espèce disparaît parce que la température est montée de 2 degrés, c'est pas grave, il y aura très probablement une autre espèce, il y aura tellement une autre espèce qui sera capable d'occuper sa place. Sa place au sens de niche écologique, c'est-à-dire fonctionner exactement dans les mêmes conditions. Ça, c'est un peu la base. Il y a environ 150 000 échantillons d'herbiers. Bon, ces 150 000 échantillons d'herbiers couvrent à peu près 80-90% de la flore de Guyane qui est estimée à 5500 espèces. Parce qu'une même espèce peut être récoltée de nombreuses fois. Alors nous avons ici toutes les collections qui arrivent du terrain et qui n'ont pas encore été étiquetées et triées. Ils sont en cours de tri. Et il reste encore beaucoup de découvertes à faire sur la... On ne dépassera certainement pas les 6000 espèces. On est à 5500 environ. À mon avis, il reste peut-être 200-300 espèces à découvrir. Mais maintenant, c'est très aléatoire de découvrir une nouvelle espèce.
La biodiversité, c'est un mot un peu fourre-tout, très à la mode, effectivement. Les gens ne connaissent pas toujours bien la signification. Ça peut être la diversité en milieu, en habitat, c'est-à-dire la diversité écosystémique, le nombre d'habitats, de milieux différents qui existent sur une aire déterminée. Ça peut être aussi la diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces par unité de surface. C'est la biodiversité comprise dans le sens le plus fréquent du terme. Et puis aussi la biodiversité génétique à niveau infraspécifique, la diversité à l'intérieur d'une même espèce. Par contre, la biodiversité, ça a des tas d'inconvénients. C'est-à-dire que quand le forestier va en forêt et qu'il a 100 espèces d'arbres à l'hectare, dont 80 qu'il n'arrive pas à reconnaître sans aller à l'herbier, ça ne simplifie pas son existence par rapport au forestier finlandais qui arrive et qui a 2 espèces d'arbres dans sa forêt et qui connaît parfaitement leur capacité technique, leurs caractéristiques techniques et qui est capable de les utiliser en très grand nombre, de fabriquer des produits parfaitement standardisés. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un forestier, pour une scierie locale, de répondre à une grosse commande d'un type de bois particulier. Par exemple, pour le parvis de la bibliothèque François Mitterrand, les Guyanais ont été sollicités, ils n'ont pas réussi à fournir la quantité d'IP, donc d'ébène verte, essence locale, Tabébouya guyanensis. Ils n'ont pas été capables de fournir la quantité suffisante parce que non, ils avaient des tas de bois, mais celui-là pas en quantité suffisante. Ça aurait été bien plus simple pour eux s'ils récoltaient que 3 espèces de bois. À ce moment-là, ça serait Ou s'ils pouvaient faire des forêts entières de ce même bois. Ou s'ils pouvaient faire des forêts entières de ce même bois. Alors ça, c'est une tentation. Il y a des gens qui disent la forêt naturelle, c'est trop divers, donc c'est bien pour elle, mais on aurait intérêt à l'intérieur de cette forêt naturelle à découper des zones, qui sera l'équivalent de champs en fait, donc des zones forestières, de forêts cultivées, dans lesquelles on ferait des plantations. Donc, technique extrême, on rase 10 hectares de forêt, on plante 10 hectares d'angélique ou 10 hectares d'IP. On pourrait le faire. Le problème, c'est que techniquement, on ne sait pas très bien faire. C'est-à-dire que dans les conditions actuelles, la perturbation, elle arrive tout le temps. C'est-à-dire que quand on plante 10 hectares d'angélique, par exemple, déjà l'angélique, elle n'aime pas être plantée en plein soleil, donc il faudrait la planter sous abri. Et puis après, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup de diversité autour, beaucoup de compétition, et donc ça coûte très très cher de dégager les angéliques pour faire en sorte de les favoriser, pour faire en sorte que ce soit les angéliques qui poussent et pas les espèces concurrentes. Ici, quand on essaie de faire une plantation, souvent le rendement est très faible et la plantation demanderait un effort énorme pour la maintenir face à l'invasion des autres espèces qui sont autour. C'est peut-être la diversité des arbres et des organismes du sol elles-mêmes qui permet à cette diversité de se maintenir. C'est curieux comme idée. Cette diversité de litière entraîne aussi une certaine diversité des organismes qui la décomposent et de composition chimique. Chaque arbre qui pousse trouvera, disons, un grand choix d'éléments chimiques, de substances utiles dans la litière. Et en fait, la richesse organique du sol, en fait, elle n'est pas contenue dans le sol, elle est là. En dessous, il n'y a rien, parce que tous les organismes qui vivent dans la forêt utilisent et soustraient du sol les ressources à une telle vitesse que dès que les ressources s'accumulent au sol, elles sont tout de suite réutilisées. Donc, tout ce qui fait la richesse en composition chimique du sol, c'est la litière et la petite couche de quelques centimètres du sol. Alors ça veut dire que si je fais une hypothèse possible, si je mets une seule espèce, cette même espèce, elle sera incapable de produire la diversité de la litière nécessaire pour sa propre survie. Ah, donc il y a un élément d'interdépendance de cette biodiversité, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de tout le monde. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à faire des monocultures. Donc on est obligé de faire avec. Un écosystème, c'est le résultat de tous ces équilibres, de toutes ces interdépendances. La forêt, par exemple. Les arbres dépendent de la composition de l'atmosphère dans laquelle ils évoluent, mais par leur respiration, ils interviennent aussi dans la composition de cette même atmosphère. Préserver la biodiversité, c'est aussi préserver l'environnement dans lequel elle s'invente tous les jours. Et
Et c'est pour cette raison que le réchauffement climatique inquiète autant la communauté des scientifiques. Ils craignent que le vivant n'ait pas le temps de s'adapter à une évolution trop rapide du climat et que finalement, les grands systèmes perdent leur équilibre. Donc on est ici sur un dispositif qu'on a intitulé GUI à flux, pour illustrer le fait qu'on mesure les flux de gaz entre l'écosystème et l'atmosphère et de la forêt tropicale humide guyanaise. Donc les flux qui nous intéressent, c'est le flux de dioxyde de carbone, donc la respiration, la photosynthèse, le flux d'eau, la transpiration de l'écosystème. Et puis on va s'intéresser aussi, dans les années qui viennent, à d'autres gaz qui jouent aussi un rôle important dans l'effet de serre. Par exemple le méthane, qui est dégagé plutôt dans les zones humides, dans les bas-fonds de la forêt, le long des rivières par exemple. Donc l'idée c'était de pouvoir mettre en place au-dessus de la forêt des capteurs qui nous permettent de mesurer la vitesse du vent, en particulier la vitesse verticale du vent, et la concentration en eau, en dioxyde de carbone ou en méthane ou en d'autres gaz. Et on a besoin de mettre en place ces capteurs au-dessus de l'écosystème pour prendre en compte en fait une surface importante de forêt. Plus on se met haut par rapport à la forêt, plus on va en fait intégrer des échanges entre la forêt et l'atmosphère sur une grande surface. Donc là on est positionné, la tour fait 55 mètres de haut, la hauteur moyenne de la forêt est environ 35 mètres de haut. Là actuellement on est situé à 22 mètres en fait, mais on est au milieu de la canopée. Donc la tour, les capteurs sont installés une vingtaine de mètres au-dessus de la forêt et on considère qu'on intègre le fonctionnement d'un écosystème qui représente une centaine d'hectares, c'est-à-dire globalement 1 km par 1 km de forêt. Mon rôle, c'est pas d'être alarmiste. Moi, je suis un chercheur qui essaie de comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Ce qui est clair, c'est que l'écosystème qu'on étudie ici en Guyane contribue à faire que l'effet de serre est moindre par rapport à s'il n'était pas là. Donc clairement, si on rase cette forêt tropicale humide, eh bien, l'effet de serre sera plus important. Mais voilà, je ne suis pas un prévisionniste. Moi, je ne fais qu'observer actuellement. Et puis quand même essayer de, à travers la modélisation du fonctionnement, essayer aussi quand même de simuler quel pourra être le fonctionnement de l'écosystème à l'avenir, en particulier en relation avec ces changements climatiques. Clairement, ce n'est pas à nous de faire des leçons de morale. On ne peut pas demander tout. On est en train d'essayer de demander à d'autres pays que la France de produire des bioéthanols, des biocarburants. On est en train d'essayer on continue d'avoir des demandes très importantes de viande pour notre nourriture. Et voilà, on les fait produire. On les fait produire en particulier au Brésil. Et les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils font pour augmenter cette production, améliorer ces productions? Ils coupent la forêt parce que pour eux, la forêt elle n'est pas très importante par rapport à vendre du steak haché ou vendre du colza. En fait, comme le souligne Damien Bonal, les enjeux de la biodiversité et du réchauffement climatique sont étroitement liés. Dans les deux cas, c'est notre mode de vie qui est remis en question, c'est-à-dire notre rapport au reste du monde vivant, l'attention que nous lui portons. Nous suivons un modèle de développement établi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'il est grand temps aujourd'hui de réviser. Sans doute pour suivre la notion de développement durable qui exclut tous les calculs à trop court terme. Exemple simple, on augmente le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est un peu d'actualité. Qu'est-ce qui se passe pour la forêt tropicale? Pour l'instant, on est capable de répondre. À court terme, tout de suite, elle produit plus, parce que le CO2, c'est un de ses carburants, on va dire, qui est limité. Donc maintenant, il est moins limité, donc la forêt pousse plus. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Pas très sûr. Peut-être qu'à un moment, ça va arrêter. On aura suffisamment de CO2, le facteur limitant sera autre chose. Donc à ce moment-là, ça arrêtera de fonctionner. Ça veut dire que la pollution de nos grandes villes nourrit en partie la forêt amazonienne? Pour l'instant, oui, c'est clair. À Paris, il y a énormément de diversité, énormément d'animaux différents, oui, c'est vrai. Mais non, c'est quand même pas comparable à la forêt, il ne faut pas exagérer. Bon, ceci dit, je dis des villes, mais la plupart du temps, ce n'est pas des villes qui remplacent la forêt, c'est plutôt des plantations de palmiers à huile ou des plantations de soja, ça dépend sur quel continent on se place. Et donc ça, c'est des écosystèmes qui sont extrêmement pauvres, qui sont extrêmement monotones, voilà. Qui sont les fameux écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des écosystèmes extrêmement performants. Pour fabriquer de l'huile, le palmier à huile, il n'y a pas mieux. C'est le top. Par contre, le jour où on aura le moindre problème, le premier parasite qui arrive sur le palmier à huile, il détruit tous les palmiers à huile. On est capable de faire des écosystèmes simples
qui ne sont même plus vraiment des écosystèmes, ils sont des agrosystèmes extrêmement performants, qui sont capables de nourrir des populations, mais pendant un moment, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et le problème arrivera forcément un jour, parce que forcément le problème arrive. Donc la question c'est, quand le problème arrivera, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera une crise très très grave. Si on a un système qui est beaucoup plus diversifié, le jour où si on avait 10 cultures différentes à la place du soja, le jour où un problème arrive, on perd 10% de la récolte, c'est pas très très grave. Là, le jour où on a un gros problème sur le soja, 100% du soja disparaît, on a un gros choc. Pour ne pas se rendre dépendant d'un petit nombre d'espèces, il est temps d'inventer un nouvel équilibre avec notre environnement. Un équilibre qui prenne en compte la biodiversité en la combinant avec nos besoins alimentaires et la richesse des modes de culture traditionnels. Comme ici en Guyane, où l'on pratique l'abattis-brûlis. On attend la saison sèche pour mettre le feu au couvert végétal et les cendres servent d'engrais naturel aux semences. Cette technique assure son indépendance alimentaire à de très nombreuses familles. Alors normalement, j'ai des arbres fruitiers qui viennent. Et puis il y aura aussi du manioc, de la patate douce, de l'igname, d'achine, banane, bacove. Tout ce qu'il faut manger, quoi, pour manger à la maison. Là, c'est typiquement créole, quoi. Tu coupes ton abattis, après ça, tu mets le feu, après tu n'auras qu'à s'appiger, faire des tas, et après tu vas planter, tranquille. Des fruits qui ont disparu aussi, qu'on voit moins? Ouais, qu'on trouve moins dans les abattis, donc c'est un peu embêtant. Alors ici, surtout ici, barbadine, oranges douces, chadec, limon, tu t'en trouves pas, quoi. Et jaune d'œuf, olives, tu t'en trouves pas. Je crois qu'il y a plein de fruits en Guyane qu'on n'a pas, quoi. Je crois qu'il faut les réimplanter sur maintenant. Et moi, c'est pas un travail que je me donne, c'est ma propre envie de les remettre pour que je puisse les manger, quoi. C'est tout, Et puis surtout, ça attire les animaux chez toi. Ce sont les Amérindiens qui ont transmis cette technique de l'abattis-brûlis aux créoles. Ces mêmes Amérindiens entretiennent avec la forêt et avec le monde vivant en général une relation complexe qui évolue depuis plusieurs siècles. Bon, il y a plusieurs conceptions philosophiques, ils n'ont pas une seule philosophie répandue à travers toute l'Amérique. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'ils se considèrent comme un des membres de la création, quels que soient les dieux qu'on mettra autour, ça c'est pas important. Ils se considèrent comme un des membres de la création. Et s'il y a quelques ethnies qui considèrent que l'homme est un dieu déchu, il y en a quelques-unes qui pensent ça, la grande majorité des Amérindiens pensent que l'homme est un animal. Et tu as énormément, dans pratiquement toutes les sociétés des basses-terres en tout cas, tu as cette philosophie de dire il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas qu'on abîme l'endroit dans lequel on habite, parce que finalement, c'est nous qui lui sommes prêtés. C'est nous qui sommes là pour pas longtemps, mais la forêt, elle est là. Et tous les esprits qui gèrent la forêt, qui dominent la forêt, ce sont eux les maîtres. Nous, on est une créature parmi d'autres. Sans pour autant souhaiter un retour en arrière, on peut naturellement penser à protéger les différents modèles de société encore présents sur la planète. Tout comme la protection de la biodiversité, cette écologie culturelle serait alors comme une garantie pour l'avenir. Ainsi, si un modèle de société se retrouve dans l'impasse, il peut s'inspirer d'autres modèles, s'y ressourcer, y puiser de nouvelles énergies. En fait, ce n'est pas la nature en soi qu'il faut protéger, ou en tout cas cela ne suffit pas. Ce qu'il faut protéger, c'est la possibilité pour toutes les différences d'exister. Protéger un système ouvert, ou du nouveau, du différent, peut naître et nous surprendre. Il faut déjà avoir l'idée que la forêt est un système extrêmement dynamique, c'est-à-dire que ça change tout le temps la forêt. L'idée de la conservation de la forêt, ça ne veut pas dire conserver la forêt dans un état dans lequel elle est, et ça veut dire conserver un certain nombre de processus qui font que la forêt va continuer à évoluer. L'idée de la protection des milieux, qui est l'idée naturelle, spontanée, qui est de dire
je veux conserver telle zone parce qu'elle est particulièrement intéressante, parce qu'elle était comme ça quand j'étais petit, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la forêt change. Voilà. Si on fait un inventaire forestier dans une zone non perturbée, ici, là, dans cette forêt, et puis qu'on revient dans 100 ans, ben, il n'y aura probablement pas les mêmes espèces. Même sur un intervalle aussi court que 100 ans, parce que des arbres auront disparu, ils auront été remplacés par d'autres, ça change tout le temps. Voilà. C'est un territoire richement doté, puisqu'il a des ressources minières terrestres, telles que l'or, mais d'autres minéraux également. Et puis, il a des ressources minières marines, telles que les hydrocarbures, le pétrole. Mais surtout, il a cet immense territoire avec cette forêt primaire qui est extrêmement vulnérable et qui doit être conçue et inscrite dans une législation et des politiques publiques qui permettent de la préserver. Alors la préserver, ça n'est pas la mettre sous cloche, ça c'est complètement chimérique. La préserver, c'est d'abord la connaître, comprendre toutes les ressources phénoménales qu'elle contient, parce que elle contient des ressources génétiques, végétales et animales précieuses, cette biodiversité primaire. Et ces ressources génétiques, végétales et animales sont la matière première du 3e millénaire.